Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un travail que j'ai mené conjointement avec Clément Romac, ici présent, sur l'ancrage, donc le grounding des grands modèles de langage en interaction avec un environnement. Donc, comme vous le savez sûrement ou peut-être, les LLM, par interaction avec... les LLM apprennent en essayant de prédire le prochain mot à la suite d'un texte. Et ça leur permet d'acquérir, en faisant ça sur une énorme quantité de données, typiquement sur à peu près tous les textes qu'on trouve sur le web, ou une énorme partie, d'obtenir des connaissances, un modèle du monde, une forme de modèle du monde, à partir de ces données. Et typiquement, c'est des connaissances, on va dire qu'on pourrait qualifier de bon sens classique, du style si on demande à un modèle de langage où est-ce qu'on peut trouver une casserole, il va plutôt avoir tendance à nous dire dans une cuisine que dans une chambre, toutes ces choses-là. Donc il va construire un certain modèle du monde qu'on peut essayer d'utiliser. Et typiquement, c'est ce qui avait été fait il y a maintenant à peu près 2 ans dans une publication de chez Google où ils avaient utilisé un modèle de langage couplé avec un robot. Et quand on demandait une tâche, en fait, le modèle de langage donnait quels étaient les sous-buts intéressants à faire pour pouvoir réussir cette tâche. Mais l'un des problèmes, en fait, souvent qu'on avait, c'était qu'ils avaient été entraînés sur un modèle du monde un petit peu général et pas le cadre précis, en fait, dans lequel avait lieu l'expérience. En fait, il y avait un problème par rapport à l'affordance et donc ils essayaient de combattre ça un petit peu. Et en fait, ce qu'on voyait surtout, c'est que les modèles de langage avaient un problème d'ancrage, en fait, dans le monde réel. Ils avaient une espèce de connaissance un petit peu générale et ils avaient du mal à ancrer certaines notions, ce qu'on marque en D. Donc en fait, ce problème, il vient principalement du fait que les modèles de langage, ils sont entraînés à prédire le prochain token, le prochain mot dans une phrase. Et donc, ils n'ont pas d'interaction directe avec un environnement comme ce qu'on peut avoir classiquement. Et donc, comme ils n'interviennent pas dans l'environnement, ils n'ont pas la capacité d'apprendre à intervenir dans cet environnement. Et donc par la suite, je vais parler d'ancrage, de grounding. Il y a plusieurs types de grounding auxquels on s'intéresse en science. Et l'un des premiers types qui a été évoqué, la chose la plus classique, c'était de relier une perception externe, par exemple visuelle, avec un symbole, relier les deux, typiquement l'image de la chaise avec le symbole de la chaise, enfin les suites de caractères qui les définissent. Et un autre type d'ancrage, c'est l'ancrage de transfert, dans lequel on essaye d'ancrer un concept plus abstrait. En fait, en général, souvent, on relie plusieurs concepts entre eux, comme une espèce de graphe, où on voit l'interaction entre les différents mots, entre les différents symboles, et ça permet de comprendre certaines choses abstraites dans lesquelles on n'a pas une image ou une entrée sensorimotrice claire, comme par exemple l'idée de justice. Mais le type de grounding sur lequel on va se focaliser en fait dans la suite de cette présentation, c'est ce qu'on appelle le functional grounding, dans lequel en fait on va utiliser les symboles pour interagir avec un environnement et comprendre ses dynamiques et modifier cet environnement. Donc ça c'est un petit peu plus compliqué de grounding. Et en fait, on s'est intéressé à est-ce qu'on pouvait, dans ce cadre-là, faire en sorte que les gros modèles de langage, les LLM, soient ancrés de manière fonctionnelle dans l'environnement, c'est-à-dire qu'ils soient capables d'interagir avec un environnement particulier et apprendre de cette interaction. Et on s'est posé ainsi cette question, et pour pouvoir avoir cette interaction avec l'environnement, on se l'est posé dans le cadre de l'apprentissage par renforcement online, c'est-à-dire avec l'intervention directe dans un environnement. Et donc dans ce cadre-là, c'est un environnement textuel. Et ça a ouvert plusieurs questions. Typiquement, est-ce qu'on est plus efficace dans cet apprentissage en utilisant un LM dans cet environnement textuel ? Est-ce qu'on est capable de mieux généraliser avec des changements dans l'environnement ? Est-ce qu'on est capable de généraliser à d'autres tâches une fois qu'on en a appris une fois que le LLM a appris en interagissant avec l'environnement? Et finalement, c'est quoi l'impact de l'intervention directe dans l'environnement par rapport à un entraînement classique du LLM où il essaie juste de trouver le prochain mot? Donc, le setup qu'on a mis en place pour ça, en fait, c'est qu'on a réutilisé un environnement classique qu'on trouve en apprentissage par renforcement. Ce que vous pouvez voir en haut, c'est ce qu'on appelle Baby High Text, dans lequel on doit juste se déplacer, interagir avec différents objets qui sont présents dans une pièce, quelque chose d'assez simple. Et nous, on l'a transformé, comme le LLM ne prend en entrée que des textes, on l'a transformé sous une forme textuelle. Comme vous pouvez voir, en fait, à chaque fois, on a une description de tout ce que l'agent peut voir, peut interagir. Et comme c'est un environnement qui est juste une grille en 2D, en fait, on peut positionner précisément chaque objet de la pièce en disant le cube est à 2 pas devant, 1 pas à droite, et ainsi de suite. Donc, on arrive vraiment à faire une transcription 1 pour 1.
Et donc, une fois que l'agent il reçoit cette description, par rapport à un goal qui est donné, par exemple ici, qui est pick up yellow ball, il renvoie une commande en particulier, sous forme de texte, bien sûr, comme c'est un agent textuel, et il y a une interaction avec l'environnement, et il obtient une deuxième description. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que cet environnement, il a quelques propriétés intéressantes. En particulier, il y a des observations qui sont partielles. Selon comment il est positionné dans la pièce, il ne voit pas toujours la même chose. Et on conserve, même si c'est un environnement textuel, par rapport à plein d'environnements textuels classiques qu'on trouve en RL, dans lesquels on décrit simplement « il y a tel objet dans la pièce », cette fois-ci, le fait de les positionner précisément en disant « ils sont à 2 pas, à droite, à gauche », ça permet de garder les propriétés spatiales qui souvent sont perdues dans les environnements textuels auxquels on fait face. Et il y a une assez grande diversité de buts. Typiquement, on peut aller chercher des objets, on peut aller à un objet, on peut mettre un objet à côté d'un autre, ouvrir une porte, et on peut combiner ces différents buts entre eux en les associant avec des conjonctions. Donc, comment on apprend en réalité dans ce setup? Alors, là, on a l'environnement BBI qui va transmettre du coup le but en question, les observations, le reward qu'a obtenu l'agent à l'étape T. Et l'agent va se fabriquer un prompt en gardant les 3 dernières observations et les 2 dernières actions. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va calculer les log probabilités exactement de 6 actions qu'on lui permet, en fait les 6 actions qui sont permises dans l'environnement. Il va regarder en fait comment on peut compléter le dernier prompt. Typiquement, c'est le but, c'est par exemple aller à la boîte grise. Qu'est-ce que tu vois? Et après, on complète par action et puis on met rien. Et normalement, il va essayer de compléter avec des tokens qui correspondent et on lui laisse un choix restreint en fait, simplement les actions qui sont possibles. Du coup, là, par exemple, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il a calculé les log probabilités des différentes actions qui sont allées à devant, à droite, à gauche. Et ça permet d'obtenir une distribution sur ces actions. Et après, on va simplement faire un sampling sur cette distribution. Et pour pouvoir faire l'apprentissage, pour pouvoir mettre à jour les poids du modèle de langage, dans ce cadre-là, on va utiliser un algorithme de RL assez classique qui est PPO. Donc, on va réutiliser simplement ce setup directement et puis appliquer l'algorithme de RL en question. Donc, on a mené un certain nombre d'expériences. Les différentes tâches, comme je l'ai dit juste avant, c'est par exemple aller à un objet, prendre un objet, mettre un objet à côté d'un autre objet, et après aussi ouvrir une porte. Il y a 6 actions possibles, 6 actions qu'il va essayer d'ordonner. Ça va être aller à gauche, à droite, prendre un objet, lâcher un objet. Et il y a aussi plusieurs distracteurs qui sont dans la pièce, il n'y a pas seulement l'objet important. Donc, on a comparé donc, notre technique qui s'appelle gFLAN-T5, qui s'appelle GLAM, et qu'on a appliqué à un modèle de langage qui s'appelle FLAN-T5, qui est d'une taille raisonnable, celui-là c'est 780 millions de paramètres. C'est raisonnable par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui, de plusieurs milliards de paramètres. Et on a appliqué donc, notre méthode d'apprentissage par renforcement online sur ce modèle de langage. Et donc, on a voulu le comparer à différentes baselines. En particulier, peut-être, en fait, on a des bons résultats ou on a des résultats tout court, simplement parce qu'on a un modèle qui est assez gros. C'est même pas un modèle de langage, c'est juste un gros modèle avec énormément de paramètres. Donc, il arrive à apprendre très vite, simplement en apprenant presque par cœur l'ensemble des transitions. Et en fait, pour pouvoir répondre à cette question, est-ce que c'est le cas? On a simplement utilisé un modèle dans lequel tous les poids avaient été initialisés random et pas pré-entraînés sur du langage. Donc ça, c'est le modèle qui sert de baseline qui s'appelle NPAE. Après, on a simplement aussi voulu regarder ce qui se passait par rapport à un modèle classique en fait, qu'on utilise dans des environnements textuels, qui est DRAN, qui est souvent utilisé et qui a été le SOTA en RL sur les modèles, sur les environnements textuels. Et finalement, on a voulu comparer une baseline un petit peu différente. En fait, comme vous aviez pu voir, à la base, BBI Text, c'est dérivé d'un environnement visuel qui s'appelle BBI. Et on a juste gardé une baseline visuelle qui est censée être plus facile à apprendre parce qu'en fait, on a déjà, à travers la vision et la manière dont c'est capté, on a déjà en fait la structure géométrique, la structure de l'espace en fait qui est donnée. Donc, c'est censé être plus facile. Et en fait, quand on regarde les résultats, ce qu'on voit, c'est que gFLAN-T5, il est largement meilleur.
Donc, il est beaucoup plus efficace pour apprendre que les autres méthodes. Notamment, il est plus efficace que simplement NPAE où il n'y a eu aucun pré-entraînement. Et donc, en fait, ce n'est pas simplement la taille du réseau qui est efficace. Simplement, là, ce que vous voyez, on a montré simplement le premier million de steps qui ont été faits dans l'environnement. Et souvent, les autres techniques, comme par exemple DRRN, ont besoin plutôt de 10 millions de steps, 100 millions de steps pour vraiment être efficace. Donc, c'est simplement qu'on est efficace très très vite. Du coup, les autres paraissent quasiment plates en comparaison. Donc, on a testé en fait après l'entraînement les différents agents sur un certain nombre de trajectoires, un certain nombre de buts. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est donc Flantify en bleu ici. Donc, c'est décomposé par buts. Flantify, c'était avant l'entraînement sur l'environnement. C'est juste ce qu'on obtient après le pré-entraînement simplement sur le texte. Donc, on voit que l'entraînement sur l'environnement, ça permet d'obtenir de bien meilleurs résultats. En tout cas pour un certain nombre de tâches qui ne sont pas trop difficiles comme GoTo ou Pickup. Les autres tâches, elles n'ont pas réussi véritablement à être apprises, même si on arrive à avoir quelques petits résultats sur chaque objectif. Mais l'un des points les plus importants, ce qu'on se posait comme question, c'était qu'on voulait que le LLM, par interaction avec l'environnement, il apprenne certaines structures de cet environnement, il arrive à interagir avec lui. Et une bonne manière de vérifier ça, c'est de voir s'il est capable de généraliser quand on échange un objet par un autre objet. Typiquement, si on vous avait donné ce même jeu, cette même tâche, par exemple d'aller à un cube dans cet environnement, que vous finissiez par y arriver, que vous compreniez comment fonctionne l'environnement, si maintenant je change le mot cube par un mot que vous n'avez jamais vu pendant l'entraînement, typiquement le mot canapé, vous allez quand même réussir à vous déplacer parce que ce n'est pas ça qui est important pour comprendre la structure géométrique de l'environnement. Donc on peut changer un mot par un autre, normalement ça ne devrait pas vous gêner, et en fait c'est ce qu'on a voulu vérifier en échangeant toutes les descriptions de cubes, de cercles et de clés ou de choses comme ça par des mots qui existent mais qui n'ont pas été présents pendant l'entraînement. Et en fait on voit qu'on a une très très faible diminution des performances et qu'on reste on garde ces performances qui sont très très bonnes après l'entraînement, et ça en fait on l'interprète comme le fait qu'il a réussi à bien comprendre l'environnement, comprendre la structure géométrique de l'environnement, qu'en fait, il n'est pas tellement accroché aux mots eux-mêmes. Et typiquement, on peut pousser ça encore plus loin en remplaçant des mots par des mots qui n'existent pas et avec des adjectifs qui n'existent pas, parce que normalement, ça ne devrait pas poser de problème si on demande d'aller à un Xolo-Wurst qui est 3 pas devant, il suffit d'aller tout droit pour y arriver. On s'en fiche de qu'est-ce que l'objet en particulier. On est simplement intéressé par la structure géométrique de l'environnement. Après, une autre question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on est capable de généraliser à d'autres tâches, typiquement des tâches qu'on n'a pas vues pendant l'entraînement. Donc ça, c'est un petit peu différent de la généralisation sur simplement la structure géométrique de l'environnement, mais c'est d'autres tâches, par exemple, si on arrive à les enchaîner. Alors typiquement, en enchaînant 2 tâches pick-up, ce qu'on n'avait pas fait, on obtient des résultats un petit peu meilleurs que les autres baselines, mais on ne voit pas ni d'amélioration ni de drop particulier par rapport à avant ou après entraînement. Après l'entraînement ou en additionnant cette tâche supplémentaire. On s'est aussi demandé en fait si on changeait les actions, en fait, il devait sélectionner parmi 6 actions, apprendre à trouver laquelle était la meilleure. Si on changeait ces actions par des actions synonymes, alors on pourrait supposer qu'en fait on devrait arriver à peu près au même résultat, parce que finalement les LLM sont plutôt bons à généraliser sur le langage. Alors on était un petit peu surpris au début parce qu'on a vu un énorme drop en fait quand on change des actions par des actions synonymes. Il s'est passé à peu près la même chose quand on a changé ces actions par des actions traduites dans une autre langue, ici le français. Et en fait on a interprété ça globalement sur le fait qu'il y ait un si gros effondrement en fait, des résultats. On suppose que ça provient du fait, comme on a entraîné uniquement sur 6 actions en particulier, qu'on a fini par trop coller en fait à ces actions. C'est uniquement entraîné sur celle-ci, ça finit par distordre un petit peu le fonctionnement du LLM lui-même. Donc une idée en fait par la suite, ce serait par exemple d'amener plus de généralité en introduisant la possibilité de scorer des synonymes et ça pas simplement ces 6 actions fixes. Donc ça c'était pour ce qui était la capacité de généraliser une nouvelle tâche. Et un point particulier après, c'est quel est l'impact de l'intervention en ligne. Parce que finalement, ce qu'on a dit, c'est que ce qui était important pour pouvoir apprendre toutes ces tâches,
Ce qui était vraiment important, c'était d'interagir avec l'environnement. Et donc, pour vérifier ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réentraîné donc, notre Flantify en utilisant la méthode GLAM sur une tâche simplement d'aller à un objet, donc la tâche GoTo. Et on l'a comparé à des méthodes d'entraînement plus classiques pour les LLM, des méthodes qui ne nécessitent pas d'intervention online. Donc, typiquement, on l'a d'abord entraîné par behavioral cloning. Donc, dans ce cas-là, c'est simplement la même chose, prédire la prochaine action, prédire le prochain token, une fois qu'on a un prompt, à partir de trajectoires qui avaient été générées par GFLAN une fois qu'il avait été entraîné. Donc, on entraîne GFLAN, on génère un certain nombre de trajectoires après cet entraînement et on essaye de les copier. Donc, c'est ce qu'on avait appelé BC GFLAN. Et on avait tenté. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que d'abord, on obtient des résultats qui sont moins bons que le GFLAN originel. Simplement si on essaie de copier ces mêmes trajectoires. Et ensuite, on voit qu'il est surtout moins capable de généraliser. Et on s'est dit peut-être c'est parce que en fait, une fois entraîné, on l'a entraîné sur des trajectoires qui ne sont pas forcément parfaites. Peut-être que le GFLAN, même une fois entraîné, il n'a que 0,82% de success rate. Donc, comme on a toujours une petite perte avec l'entraînement par behavioral cloning, on est peut-être un petit peu moins bon. Et du coup, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a entraîné après, mais sur des trajectoires qui avaient été générées par un robot qui avait un success rate de 100%, qui avait une connaissance de l'environnement, des mécanismes de l'environnement, donc il arrivait à toutes ces trajectoires de manière parfaite. Et même en fait, quand on l'entraîne sur des trajectoires qui ont été générées par un robot, en tentant simplement de copier ces trajectoires avec un entraînement de behavioral cloning, on fait toujours des résultats qui sont moins bons et on est encore moins bon dans la généralisation à d'autres aspects, par exemple en remplaçant des mots par des mots inventés. Donc ce qu'on voulait conclure par rapport à ça, c'est que c'était important en fait d'utiliser l'interaction avec l'environnement pour véritablement réussir à apprendre et à faire cet ancrage, ce grounding fonctionnel avec l'environnement. La capacité d'interagir avec l'environnement, elle est vraiment cruciale pour réussir à faire ce grounding. Donc, pour conclure un petit peu, l'idée générale, c'est qu'on a proposé une méthode pour faire donc, ce grounding fonctionnel avec des modèles de langage. Et on a introduit aussi l'environnement BabyEye Text, qui est une version textuelle d'un environnement de RL assez classique qui est BabyEye. Et ça nous a amené à nous poser 4 questions qui étaient la capacité en fait des LLM entraînés par interaction avec un environnement, sur un environnement avec du RL. Donc, on a vu que c'était plus performant en termes de sample efficiency et qu'ils avaient une capacité à généraliser, en fait, une certaine capacité à généraliser. Néanmoins, en fait, en tout cas dans nos expériences, on avait un petit peu limité le nombre d'actions, donc ça avait posé un certain nombre de problèmes. Et donc, ce que vous pouvez retrouver ici, en fait, c'est le code, en fait, et aussi qui a permis d'entraîner notre modèle et aussi d'entraîner le LLM, donc c'est la morale. Et donc vous avez avec le code, vous pouvez retrouver aussi le papier qui a permis le papier qui a étudié les différents phénomènes. Donc il y a aussi des études complémentaires sur les différentes tailles de LLM, comment ça influe tout ça. Et finalement, le dernier point, la dernière question à laquelle on s'était intéressé, c'était effectivement qu'il était important d'interagir directement avec l'environnement pour réussir à obtenir ce grounding fonctionnel. Donc ça, c'est un point qui, en fait, c'était très important parce que dans l'étude de l'interaction des LLM avec un environnement, parce que c'est pas uniquement appliqué à ce cas particulier d'un environnement textuel un petit peu jouet, qui nous a permis de voir un petit peu les différents comportements. En fait, on peut imaginer des environnements bien plus variés, dans lesquels un modèle de langage interagit avec pas mal d'API, typiquement Wolfram Alpha ou des calculatrices, d'autres formes comme ça. Et en fait, ça forme l'environnement textuel avec lequel il peut interagir. Et en fait, les commandes qui passent, c'est par exemple des appels à ces différentes API. Et l'environnement est ainsi constitué. Et donc, en fait, ça va bien au-delà de cet environnement joué. En fait, il y a beaucoup de recherches qui sont encore en cours pour voir dans des environnements un peu plus complexes, avec des interactions un petit peu plus compliquées. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est globalement les recherches qu'on est en train de mener. Merci beaucoup. Allez, je vous ai snobé tout à l'heure.
Merci. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai une question vis-à-vis de votre politique d'entraînement. Donc, vous avez montré que ça ne généralisait pas très bien sur les synonymes au niveau des actions. Quand vous l'entraînez, en fait, dans cette phase de renforcement, tout est unfreeze ou vous avez gelé une partie des paramètres? Parce que ça pourrait expliquer pourquoi vous avez perdu les concepts de base au niveau des synonymes. On n'a décidé de ne pas geler le réseau parce qu'on ne voulait pas faire de suppositions sur quelle partie était vraiment importante ou pas. On a entièrement entraîné le réseau à chaque fois. Après, ce qu'on a observé, c'est que les poids étaient majoritairement changés sur la fin du réseau en réalité. Donc peut-être pour d'autres itérations, on aurait tendance à vouloir geler ou changer un petit peu ça pour ne pas avoir à tout entraîner. Mais non, en fait, nous, vraiment l'idée, c'est comme on a réentraîné en permanence en utilisant uniquement les mêmes tokens, on a fini par avoir un glissement, on pense. Merci beaucoup. Du coup, j'ai 2 questions. La première, c'est comment est-ce que vous expliquez la différence de performance avec un symbolique PPO? Parce que c'est pas du tout évident comme ça, a priori. Et la deuxième, je crois que j'ai la réponse sur cette slide, du coup, c'était quel est le modèle d'avantage pour PPO, d'avantage estimation, mais je crois que du coup, c'est juste un MLP sur un décodeur. Okay. En fait, pour répondre à la deuxième question rapidement, parce qu'on est sur le slide en question, en fait, à la fin du LLM, on rajoute une tête juste pour modéliser en fait la value function, et à partir de ça, on arrive à estimer l'avantage. Oui, voilà, exactement. Donc ça, c'était pour la deuxième question, et la première question, pardon, c'était... Ah oui, pourquoi c'était... En fait... Alors bon, cette courbe, entre guillemets, elle est un petit peu trompeuse. Le symbolique PPO, il apprend quand même réellement. La différence en fait avec symbolique PPO, c'est que quand on commence à l'entraîner, symbolique PPO n'a aucune connaissance sur l'environnement, ni de la véritablement structure géométrique, rien. Il est entraîné à partir de rien. Alors que Gflan T5, lui, on lui montre du texte, par exemple une observation textuelle. On lui dit, si par exemple, au tout début, l'objectif c'est aller à la balle rouge et qu'on décrit que la balle rouge est 3 pas devant, il va donner une plus forte probabilité à l'action aller tout droit qu'aller à gauche ou à droite. Ça ne va pas être uniforme sur les actions et il va tout de suite sélectionner quelques bonnes trajectoires, ce qui va l'aider à mieux apprendre. Pardon ? Oui, bah, à ce moment-là, c'est le NPAE Flan T5 dans lequel tous les points sont random. Et donc là, c'est complètement plat parce que... Voilà. Encore une question ? Non ? Merci pour la présentation. Et est-ce que vous avez essayé sur des capacités d'un modèle, foundation model genre GPT-4 direct, sur la capacité de planification et d'agir sur ce genre d'environnement de façon native, s'ils arrivent à faire des choses intéressantes directement? Alors oui, c'est une question assez intéressante. Donc si on prend GPT-4 sur ce type d'environnement, il va y arriver quasiment tout de suite. L'intérêt, en fait, c'est qu'il faut un environnement qui soit à peu près du même niveau de challenge que la puissance du LLM en question. Donc là, on avait un environnement jouet pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc on avait aussi un LLM qui était assez petit. Donc oui, mais si on utilise GPT-4 sur ce type d'environnement, il va avoir un success rate très élevé dès le début. Mais on pourrait imaginer du coup qu'on le mettrait en face d'environnements beaucoup plus complexes pour pouvoir le challenger. Et on a le temps pour une toute dernière question, s'il en reste une. Non ? Bon, bah merci beaucoup.